Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en pleine lecture d'une nouvelle de Stefan Zweig, Brûlant secret. Cet auteur merveilleux, ce dramaturge, ce journaliste, ce biographe viennois qui incarne la figure européenne par excellence. Stefan Zweig, ça a été il a été ami des plus grands intellectuels de son temps et il est vraiment le porteur de cette culture universelle. Voilà, il a tellement su dépeindre l'âme humaine, l'écrire avec tellement de délicatesse et évidemment, ces nouvelles nous ont marqués. Donc c'est un plaisir de découvrir avec vous cette nouvelle que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Brûlant secret, qui raconte l'histoire de ce jeune baron qui s'ennuie lors de ses vacances et va décider de séduire une femme, une jeune maman. Et pour séduire cette jeune maman, il va se lier d'amitié avec un adolescent, un garçon. Et donc là, on est en train de découvrir les travers de cette manipulation pour que ce chasseur de femmes réussisse à avoir ce qu'il veut, quoi. Voilà, séduire cette femme, tout simplement. Reprenons tout de suite notre lecture. Nous sommes à la page 31 du Brûlant secret, cette nouvelle de Stefan Zweig. Bonne lecture. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Voilà. Il y avait beaucoup de probabilités pour que son empressement auprès de cette femme ne restât pas vain. Elle était à cette époque décisive de la vie où une femme commence à regretter d'être demeurée fidèle à un époux, qui en réalité n'a jamais été aimé, et où le pourpre coucher du soleil de sa beauté lui laisse encore un dernier choix, pressant, entre la maternité et la féminité. À cette minute, la vie, qui paraissait depuis longtemps déjà avoir été réglée d'une façon définitive, est de nouveau remise en question. Pour la dernière fois, l'aiguille magnétique de la volonté oscille entre la passion et la résignation à jamais. Une femme a alors à prendre la dangereuse décision de vivre sa propre destinée ou celle de ses enfants. D'être une femme ou mère. Et le baron, qui dans ces choses-là était très pénétrant, croyait justement remarquer chez elle cette dangereuse oscillation entre l'ardeur de vivre et le sacrifice. Elle oubliait sans cesse dans la conversation de parler de son époux, qui manifestement ne paraissait satisfaire que ses besoins extérieurs, mais non son snobisme. Excitée par une vie mondaine, et au fond de son être, elle était très peu attachée à son enfant. Une ombre d'ennui qui se dissimulait dans ses yeux sombres, sous forme de mélancolie, planait sur son existence et obscurcissait sa sensualité. Le baron résolut de faire vite, mais en même temps d'éviter toute apparence de précipitation. Au contraire, il voulait, comme le pêcheur qui retire l'hameçon pour mieux appâter, opposer pour sa part à cette nouvelle amitié une indifférence extérieure. Il voulait se faire désirer, alors qu'en réalité c'était lui qui désirait. Il se promit d'outrer un certain orgueil, d'accuser fortement la différence de leur position sociale. La pensée l'excitait d'arriver à conquérir ce beau corps plein et épanoui rien que par l'affirmation de son orgueil, par la sonorité de son nom aristocratique et la froideur de ses manières. La chaleur du jeu commençait déjà à lui monter à la tête. Il se contraignit à la prudence. Après le déjeuner, il resta dans sa chambre avec le sentiment agréable qu'on l'attendait, qu'on regrettait qu'il ne fût pas là. Cette absence ne fut pas trop remarquée par la personne visée. Par contre, elle constitua un tourment pour le pauvre enfant. Tout l'après-midi, Edgar se sentit infiniment abandonné, comme perdu, avec la fidélité obstinée particulière aux enfants. Il attendit sans se lasser son ami pendant de longues heures. S'en aller ou faire seul n'importe quoi lui eût semblé un manquement à l'amitié. Sans but, il se traînait dans les couloirs, et plus il se faisait tard, plus son infortune était grande.
Dans son inquiétude, il songeait déjà à un accident ou à quelque offense involontaire commise par lui. Et il était sur le point de pleurer d'impatience et de tristesse. Le soir, lorsque le baron descendit dîner, il fut manifestement reçu. Il fut magnifiquement reçu. Edgar s'élança au-devant de lui, sans faire attention aux cris de défense de sa mère ni à l'étonnement des autres, et de ses maigres petits bras. Il enlaça avec impétuosité la poitrine de son ami. « Où étiez-vous? Où avez-vous été » s'écria-t-il avec vivacité. « Nous vous avons cherché partout !» Sa mère rougit à cette allusion désagréable qu'il faisait la concernant, et elle lui dit assez rudement en français « Sois sage, Edgar, assieds-toi !» Elle parlait toujours en français avec lui, bien que cette langue ne lui fût pas tout à fait familière et qu'elle perdît facilement pied quand il s'agissait d'explications un peu compliquées. Edgar obéit, mais elle ne cessa pas de questionner le baron. « Mais n'oublie donc pas que monsieur peut faire ce qu'il veut. » Ah non, ça c'était... Pardon, j'ai pris une voix de petit, mais en fait c'était la femme qui parlait, la maman. « Mais n'oublie donc pas que monsieur peut faire ce qu'il veut, dit-elle. Peut-être que notre société l'ennuie-t-elle. » Cette fois-ci, elle se trahissait. Et le baron sentit avec joie que ce reproche n'était que l'appel d'un compliment. Le chasseur, qu'il y avait en lui, se réveilla. Il était enivré et tout brûlé d'avoir trouvé si vite la bonne piste. De sentir maintenant le gibier tout près de son coup de feu. Ses yeux brillèrent, son sang affluait plus léger dans ses veines, les paroles jaillissaient de ses lèvres. Il ne savait lui-même pas comment. Comme tout homme très incliné à l'érotisme, il était étincelant. Quand il savait qu'il plaisait aux femmes, semblable en cela à l'acteur qui ne s'enflamme que lorsqu'il sent les auditeurs fascinés, la masse subjuguée. Il avait toujours été un bon narrateur, au récit plein d'images frappantes, mais ce soir-là, il buvait de temps en temps quelques coupes de champagne qu'il avait commandées pour célébrer leur amitié. Il se dépassa lui-même. Il raconta des chasses dans l'Inde auxquelles il avait assisté, comme invité d'un de ses amis de la haute aristocratie anglaise. Il choisit habilement ce sujet parce que c'était un sujet quelconque et que d'autre part, il sentait combien tout ce qui était exotique et inaccessible pour elle excitait cette femme. Mais ce fut surtout Edgar, dont les yeux flamboyaient d'enthousiasme, qui fut enchanté par ces récits. Il en oubliait de manger, de boire, et ses yeux captaient les mots sur les lèvres du narrateur. Jamais il n'avait espéré voir réellement un homme ayant vécu ces choses formidables qu'il lisait dans les livres. La chasse aux tigres, les hommes aux figures de bronze, les hindous et la terrible roue de Jagannath qui écrasait des milliers d'humains sous ses essieux. Jusqu'alors, il n'avait pas pensé que de tels hommes existassent réellement. Pas plus qu'il ne croyait que l'existence des pays dont il était question dans les contes, et cette seconde, éveillait en lui un sentiment d'importance. Il ne pouvait pas détourner les yeux de son ami. Il regardait fixement, haletant, ses mains tout près de lui qui avait tué un tigre. À peine oserait-il poser une question, et alors sa voix résonnait toute fiévreuse. Son imagination rapide lui faisait apercevoir chaque scène du magique récit. Il voyait son ami jucher sur l'éléphant recouvert d'une housse pourpre, avec à droite et à gauche des figures bronzées, aux turbans précieux, et le tigre qui, soudain, les dents luisantes, bondissait hors de la jungle et abattait sa patte sur la trompe du pachyderme. Ensuite, le baron raconta quelque chose de plus intéressant encore. L'artifice qu'on employait pour capturer des éléphants et qui consistait à attirer dans des fosses les jeunes, sauvages et pétulants, au moyen de bêtes vieilles et dressées, les yeux de l'enfant lançaient du feu. Soudain, et ce fut comme s'il eût vu un couteau briller et frapper devant lui, sa maman dit, en regardant l'horloge, « 9 heures, au lit !» Edgar pâlit de frayeur. Pour les enfants, être envoyé au lit est une punition terrible.
Parce que c'est pour eux une humiliation évidente devant les grandes personnes, la preuve de leur faiblesse et de leur infériorité. Mais combien atroce était une pareille chose au moment le plus intéressant, puisqu'elle l'empêchait d'apprendre la suite de ces événements inouïs. Rien que cela, maman. L'histoire des éléphants, rien que cela. Allez, permets-moi de l'entendre raconter. Il allait se mettre à implorer, mais il songea vite à sa nouvelle dignité de grande personne. Aussi ne fit-il qu'une tentative. Mais sa mère était ce soir-là étrangement sévère. « Je dis non, il est trop tard. Monte dans ta chambre, sois sage, Edgar. Je te raconterai entièrement toutes les histoires que j'aurai entendues. » Edgar hésita. D'habitude, sa mère l'accompagnait toujours au lit. Mais il ne voulut pas faire le suppliant devant son ami. Son orgueil d'enfant voulait laisser à ce pitoyable départ une apparence d'obéissance volontaire. « Mais c'est bien vrai, maman, hein? Tu me raconteras tout. Tout. L'histoire des éléphants et les autres, hein? Oui, mon enfant. Tout à l'heure? Ce soir même? Oui, oui. Et maintenant, va dormir. Va. » Edgar fut surpris lui-même de pouvoir tendre sans rougir la main au baron et à sa maman, bien que les sanglots fussent déjà prêts à éclater dans son gosier. Le baron passa amicalement ses doigts dans la chevelure de l'enfant, ce qui amena un léger sourire sur son visage nerveux. Mais ensuite, Edgar dut se précipiter vers la porte. Sinon, on aurait vu de grosses larmes lui couler sur les joues. La mère resta encore quelque temps dans la salle à manger avec le baron, mais il ne parlait plus d'éléphants ni de chasse. Une légère oppression, un embarras subit, dominaient leur entretien depuis que l'enfant les avait quittés. Finalement, ils se rendirent dans le hall et s'assirent dans un coin. Là, le baron ne tarda pas à retrouver sa verve et se montra de plus en plus étincelant. Elle-même, le champagne aidant, était un peu animée. La conversation prit donc vite un caractère dangereux. À vrai dire, le baron n'était pas ce que l'on appelle un bel homme, mais il était jeune et il avait un aspect très viril avec son visage légèrement bronzé et ses cheveux courts. Il ravissait cette femme par la liberté presque impertinente de ses mouvements. Maintenant, elle aimait à le regarder de près et elle n'avait plus peur de ses yeux. Petit à petit se glissa dans les paroles du baron une hardiesse qui la troubla. Quelque chose qui était comme une façon de saisir son corps, de le tâter, et puis de le laisser. Quelque chose qui ressemblait à un désir indicible, et qui faisait monter le sang à ses joues. Mais aussitôt, il se remettait à rire étourdiment, librement, comme un enfant, ce qui donnait à ces petites manifestations du désir une apparence de gaminerie. Parfois, il lui semblait qu'elle allait repousser avec sévérité certaines audaces de langage. Mais comme elle était d'une nature coquette, ces audaces ne faisaient que l'exciter à en entendre davantage. Et entraînée par ce jeu téméraire, elle essaya même, à la fin, de l'imiter. Elle répondait, ses regards lancés à son partenaire de vagues promesses. Elle s'abandonnait déjà, dans ses mots et dans ses mouvements. Elle tolérait même son approche. Le voisinage immédiat de cette voix dont elle sentait parfois le souffle chaud et frémissant sur ses épaules. Comme tous les joueurs, ils ne se rendaient pas compte de l'écoulement du temps. Et ils étaient si complètement absorbés par leur ardent entretien qu'ils eurent un sursaut de frayeur lorsqu'à minuit, les lumières du hall s'éteignirent en partie. Elle se leva, obéissant à son premier mouvement d'effroi. Elle voyait tout à coup avec quelle témérité elle s'était risquée si loin. Certes, jouer avec le feu n'était pas nouveau pour elle. Mais maintenant, son instinct lui disait combien ce jeu était devenu sérieux. Elle découvrit en frissonnant qu'elle n'était plus tout à fait sûre d'elle-même, que quelque chose en elle commençait à glisser et menaçait de l'emporter dans un inquiétant tourbillon. La tête lui tournait sous l'effet de l'appréhension, du vin et des ardents discours. Une peur stupide, insensée s'empara d'elle. Cette peur que déjà, elle avait connue
dans de pareilles secondes, mais jamais d'une manière aussi violente, ni aussi vertigineuse. « Bonne nuit, à demain matin, dit-elle hâtivement, désirant prendre congé. » Elle voulait échapper moins au baron qu'au danger de cette minute et de cette nouvelle, étrange incertitude qu'elle éprouvait en elle-même. Mais le baron retint avec une douce violence la main qu'elle lui offrit, la baisa, et non pas seulement une fois, suivant le rite de la courtoisie, mais 4 ou 5 fois, les lèvres frémissantes depuis la fine extrémité des doigts jusqu'au poignet. Un léger frisson la parcourut au contact de la moustache qui chatouillait le revers de sa main. Une bouffée de chaleur l'envahit, puis ses tempes se mirent à battre d'une manière effrayante. Sa tête était en feu. Une angoisse folle vibrait maintenant à travers tout son corps, et elle retira brusquement sa main. « Restez donc encore, » murmura le baron. Mais déjà, elle fuyait avec une précipitation maladroite qui trahissait son trouble et son anxiété. Elle sentait qu'elle était arrivée au point d'excitation désirée par l'autre. Elle se rendait compte de toute l'agitation qu'il y avait en elle. Elle était en proie à la crainte brûlante que l'homme qui était derrière elle ne l'empoignât dans ses bras. Mais en même temps, au moment même où elle lui échappait, elle éprouvait déjà un regret qu'il ne le fît pas. À ce moment-là, aurait pu se produire ce qu'elle désirait inconsciemment depuis des années. L'aventure dont elle aimait voluptueusement le souffle proche, bien que jusqu'à présent, elle se fût toujours dérobée au dernier moment. La grande et périlleuse aventure, et non le flirt fugitif et simplement émoustillant. Mais le baron était trop fier pour courir à la poursuite d'une seconde favorable. Il était trop sûr de sa victoire pour prendre cette femme comme un voleur, dans une minute de faiblesse, avec la complicité des vapeurs de vin. Au contraire, ce qui excitait ce joueur loyal, c'était la lutte et l'abandon pleinement conscient. Elle ne pouvait lui échapper. Il savait que l'ardent poison frémissait déjà dans ses veines. Au haut de l'escalier, elle s'arrêta un instant, la main pressée contre son cœur haletant. Ses nerfs défaillaient. Un soupir sortit de sa poitrine. Moitié satisfaction d'avoir échappé à un danger et moitié regret. Mais tout cela était confus et continuait de faire courir dans son sang comme un léger vertige. Les yeux à demi fermés, comme si elle était ivre, elle se dirigea en tâtonnant vers sa porte et ne respira que quand elle eut saisi le loquet froid. Alors, elle se sentit en sûreté. Elle poussa doucement la porte devant elle et eut aussitôt un mouvement de recul. Quelque chose avait bougé dans la chambre, là-bas, dans l'obscurité. Ses nerfs excités frémirent fortement. Elle était sur le point d'appeler au secours lorsqu'elle entendit une voix, toute chargée de sommeil, s'élever tout bas dans le fond de la pièce et dire « Est-ce toi, maman ? Pour l'amour de Dieu, que fais-tu là ?» Elle se précipita vers le divan où Edgar était couché tout recroquevillé et où il venait de s'arracher au sommeil. La première pensée de la mère fut que l'enfant était malade et qu'il avait besoin d'assistance. Mais Edgar, encore tout endormi et d'un ton de léger reproche, dit « Je t'ai attendu pendant longtemps et puis je me suis endormie. »« Pourquoi donc m'as-tu attendu ?»« À cause des éléphants. »« Quels éléphants ?» Ce n'est qu'alors qu'elle comprit. Elle se souvint qu'elle avait promis à l'enfant de tout lui raconter en rentrant, la chasse et les aventures. Le gamin s'était introduit dans sa chambre, ce gamin naïf et sot, et il l'avait attendu avec une confiance parfaite, après quoi elle s'était endormie. Cette extravagance la révolta. Ou plutôt, elle éprouva une sorte d'irritation contre elle-même, un léger sentiment de honte qu'elle chercha à étouffer par des paroles. « Va-t'en tout de suite au lit, petit mal élevé !» lui cria-t-elle. Edgar la regarda étonné. Pourquoi était-elle fâchée contre lui ? Il n'avait pourtant rien fait. Mais cet étonnement ne fit qu'exaspérer encore davantage sa mère. « Va-t'en tout de suite dans ta chambre !» lança-t-elle furieuse, parce qu'elle savait qu'elle avait tort. Edgar s'en alla sans dire un mot. À la vérité,
Il était extrêmement fatigué et ne se sentait que confusément à travers les pesants brouillards du sommeil, que sa mère n'avait pas tenu sa promesse et que on se conduisait mal avec lui. Il ne se révolta pas. En lui, tout était émoussé par la fatigue. Et puis, il était très mécontent de s'être endormi au lieu de rester éveillé. Tout comme un petit enfant, se disait-il en lui-même, avec irritation, avant de se rendormir. Car depuis la veille, il haïssait sa propre enfance. Voilà, c'est la fin d'un chapitre de cette nouvelle de Stefan Zweig, Brûlant secret. Donc, on va faire une petite pause dans notre lecture, mais on se retrouve un petit peu plus tard. Salut!